Bienvenue sur Radio Muséum SFEPM pour les rencontres nationales chauve-souris. Donc, on est sur la première table ronde puces GPS et accélérométrie avec Yannick Beuchet, Thomas Darnis, Vincent Parmin. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Darnis donc de l'Office national des forêts. On va vous présenter avec Vincent Parmin à mes côtés et puis Yannick Beuchet de Exen notre retour d'expérience sur l'utilisation de puces GPS et l'exploitation des données d'accélérométrie sur la grande noctule en France. Alors, on va d'abord vous faire un bref rappel de l'état des connaissances sur la grande noctule, la méthode utilisée, l'analyse des résultats, puis les perspectives. Alors, pour rappel, bon, la grande noctule a été redécouverte assez récemment dans les années 2000. Et là, vous avez une carte des gîtes connus actuels. Alors, gîtes de parturition, puis gîtes de mâles, un peu dans la France. Alors, je ne vais pas trop détailler les couleurs. Bon, en gros, en vert, ce sont les colonies de mâles connues. En orange, ce sont les colonies de femelles connues. Et en violet, là, en Ariège, ce sont des colonies mixtes, femelles et mâles connues. Et en bleu et en noir, ce sont des colonies qui sont sur le point d'être redécouvertes ou découvertes. Donc une répartition plutôt sud de la France. Et puis la grande noctule est bien entendu la plus grosse chauve-souris européenne, et ça va conditionner l'utilisation de ces puces GPS. Mais c'est aussi une des rares espèces à pouvoir être dont l'écolocation est audible quand elle est dans le domaine, enfin sous les 20 kHz en gros, et son écolocation donc en alternance est audible à l'oreille humaine. Donc c'est aussi un avantage pour étudier ces déplacements. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une espèce qui n'émet pas forcément de cris en sortie de gîte, et ce qui peut aussi compliquer la détection de ces gîtes, et ce qui peut aussi peut-être expliquer le fait qu'on soit passé peut-être un peu à côté de cette espèce pendant pas mal d'années. Alors l'objectif de la méthode, enfin l'objectif de ces études qu'il y a eu sur la grande noctule, c'est bien sûr d'essayer de travailler et de mieux connaître les domaines vitaux de cette espèce, notamment donc dans les forêts des Landes, dans le Massif central, en Gironde et dans les Pyrénées. De décrire aussi, trouver les arbres gîtes, parce que la grande noctule est une espèce pour l'instant entièrement forestière, hein, elle réalise son cycle annuel entièrement dans des gîtes forestiers, hein, des trous de pic et pêche et pic noir, et puis de mieux définir les populations locales avec le statut reproducteur ou pas, puis d'estimer éventuellement les effectifs. Et puis bon, après évidemment, c'est d'identifier les menaces qui pourraient peser sur cette espèce, et puis les préconisations de gestion qui découleraient de ces connaissances qu'on pourrait appliquer à la gestion forestière. Alors le problème de cette espèce, c'est que c'est une espèce qui est donc d'envergure et qui se déplace très loin, et qui est aussi donc dans des secteurs parfois peu favorables aux techniques de radio-tracking classiques, où on met des puces GPS et on triangule ensuite sur ces puces VHF. Alors, on a utilisé des puces qui viennent de chez Lowtech, c'est la Pinpoint 50 qui fait 2,4 grammes, et on l'a paramétrée. Alors, ces puces prennent une position GPS à froid toutes les 2 heures, c'est-à-dire qu'il y a une connexion au satellite, et puis de façon intermédiaire, à chaud, il y a des positions qui sont prises toutes les 5 à 8 minutes. C'est-à-dire que ce sont des positions relatives par rapport à la dernière position GPS connue. Et en plus de ces paramétrages GPS, ce sont des puces qui sont capables d'émettre des pulses VHF qu'on peut réceptionner avec des récepteurs classiques, Regal, Australis, etc. Le problème, c'est que ces puces-là ont des petites batteries, et ces batteries permettent, avec ce paramétrage, d'enregistrer environ 3 à 4 nuits. Voilà. Alors, le problème des puces qui ont été utilisées ces dernières années, c'est qu'on devait recapturer la bête, une fois équipée, pour enlever la puce qui était sur leur dos.
Alors, les techniques de capture, c'était les techniques de filet canopé que vous voyez à l'écran. Et en bas à droite, vous avez une photo d'une sortie de gîte en groupe. Là, il y a 13 sur cette photo grande noctule capturée dans le filet canopé, qui est en général soit dans une trouée forestière, soit sur un plan d'eau où les bêtes sortent pour venir boire. Voilà. Alors, on a utilisé aussi par moment le battelure avec des cris sociaux de femelles au gîte qui ont permis, dans certaines configurations, de faire venir les bêtes dans le filet. Alors, bien sûr, on fait de la biométrie, et les puces sont posées collées sur les poils des bêtes, parce qu'en bas à droite, vous voyez, c'est une puce qui a été enlevée. C'était les premiers essais où on avait collé la puce un peu trop près de la peau des bêtes, et ça a été. Alors, on utilise une lame de rasoir pour enlever ces puces. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut coller les puces uniquement sur le pelage pour éviter d'avoir à faire une tonsure après. Donc, maintenant, cette technique est mieux maîtrisée, et donc vous voyez qu'il y a deux antennes sur les puces, une pour le GPS, une pour le VHF. Alors bien sûr, les techniques de radio tracking pour retrouver les arbogîtes en journée sont utilisées. Voilà le type d'arbres qu'on rencontre. C'est aussi bien dans des zones périurbaines que dans des zones très, très perdues de forêts assez naturelles. Ensuite, on peut utiliser des arbres trappes arboricoles spécifiques pour la grande noctule de grande taille. Et voilà un peu l'aspect des peuplements qu'on peut rencontrer pour la grande noctule. Et je vais donc laisser la parole donc, à mon collègue Vincent Parmin, qui va vous montrer comment on utilise, une fois récupérées, les données de ces puces GPS. Bonjour à tous. Donc, les données d'accélération, qu'est-ce que c'est dans les puces? Donc, c'est l'équivalent des déclencheurs d'airbag pour les voitures. On peut imaginer ça comme une petite bille au bout d'un ressort, et on enregistre les allongements du ressort en fonction des mouvements de l'animal. On enregistre sur les trois axes, X, Y, Z. Vous avez ici un graphe qui vous montre l'aspect des choses. Donc, on enregistre à la fois la dynamique statique on enregistre à la fois l'aspect statique de l'accélération et l'aspect dynamique sur les autres axes. Ces données sont peu coûteuses à acquérir. Par contre, elles sont coûteuses à stocker. Dans le cadre des petites puces, on choisit d'utiliser un proxy, une synthèse de ces données d'accélération qu'on appelle l'ODBA, Overall Dynamic Body Acceleration, qui est en fait un écart, la valeur absolue d'un écart à la moyenne sur chaque axe, sommé sur une durée de temps, qui permet d'avoir une idée de la dépense énergétique. La littérature nous dit que l'ODBA est proportionnel à la dépense énergétique des animaux. Ces données sont acquises à une fréquence de 10 Hz, et on a choisi de les échantillonner toutes les 2 secondes. Ces données servent aussi à calibrer l'acquisition des points GPS. Lorsque les accélérations sont faibles, on considère que l'animal est au repos ou en mouvement dans des cavités, enfin des mouvements de faible amplitude, et l'acquisition des points GPS se fait pour contrôle tous les 2 heures ou variable en fonction de la programmation. Et quand l'accélération est forte, quand on détecte des modifications d'accélération fortes, l'appareil passe en rythme d'acquisition rapide. Donc là, on était toutes les 5 minutes environ. Donc ces données d'accélération sont synthétisées en une seule variable. Donc, le triaxe, on passe à une variable unidimensionnelle en ODBA. Et cette variation, on est capable de la classifier automatiquement, de réaliser une classification automatique en plusieurs niveaux d'activité. Donc, un niveau d'activité nul en noir en bas et de plus en plus élevé en fonction de l'activité de l'animal. La classification, là, elle est faite sur un K-means, mais on peut aussi faire avec des chaînes de Markov en fonction des données qu'on a et du niveau de connaissance qu'on a sur l'activité à un moment donné.
Donc, dans un premier temps, on récupère les données GPS, on regarde un peu ce qui se passe. Donc ici, c'est l'ensemble des animaux qu'on a capturés sur la zone ariégeoise. Les croix en bas représentent les gîtes identifiés et les différentes trajectoires sont toutes, ça c'est les étoiles, les sites de capture. Les trajectoires utilisent toutes la vallée principale et s'étendent jusqu'à la plaine au-delà de Saint-Giron, donc des trajectoires en aller-retour qui font 60-70 km pour un déploiement plan de 35 km. Pour ces animaux capturés, sur cette sous-population, les trajectoires sont toutes similaires, elles utilisent toutes le même cheminement à peu de choses près. Par contre, au niveau altitude, les choses sont assez variables. On a ici une trajectoire complète aller-retour, donc du point de départ au point de retour qui sont le même, avec un animal qui suit le relief à peu de choses près, qui franchit un col, et puis prend une pompe au-dessus de la vallée, fait quelque chose et monte à 1400 mètres sol, alors qu'il se tient habituellement à 150 mètres sol, donc probablement 150-200 mètres sol, l'animal est non détectable en acoustique. On voit que la trajectoire aller et la trajectoire retour sont différentes. Donc ici, franchissement d'un col et ici une pompe qui est prise pour prendre de l'altitude, sans doute pour des questions de nourriture. Et puis une phase retour au vol, retour au gîte qui semble un peu plus directe. Donc voici les données enregistrées par l'appareil. Donc le graphe du haut A, on a en rouge la courbe de température enregistrée par le capteur qui est embarqué dans le GPS. Et en vert, c'est les tentatives d'acquisition de points GPS. Ici, celui-ci était programmé un peu différemment de ce que je vous ai expliqué. Ouais. On voit, donc la première partie, c'est l'activité dans le gîte, donc la température qui baisse progressivement. L'animal se tient à l'extérieur du gîte, l'animal s'envole, ça remonte un petit peu, il fait son vol, il revient et la température réaugmente au niveau du gîte. Donc quand il est à l'extérieur, les points sont acquis à la ligne 20, quand les points GPS ne sont pas acquis, ils sont sur la ligne 0. Si on passe au graphe B, on a la vision de l'ODBA avec toujours ces points pris, non pris, et on a l'activité avant le décollage, l'activité en vol, le retour au gîte et l'activité à l'intérieur du gîte avec les points GPS qui ne sont pas pris. Le troisième graphe présente la classification de cette activité en classification très basse, activité faible, une activité de vol élevée, un peu moins élevée au retour, un petit pic d'activité pour regagner le gîte, et puis une activité à l'intérieur du gîte qui est relativement constante, il se passe quelque chose toute la nuit. Donc je rappelle, le début des graphes, c'est 18 heures, la fin des graphes, c'est 6 heures du matin, on est au mois de juin. Donc l'animal est sorti ici 2 heures, 2 heures et demie pour satisfaire ses besoins énergétiques et retourner au gîte très rapidement. Un autre individu qui vole plus bas, il descend boire sur une grande rivière, un barrage EDF en bas, et retourne au gîte, donc des trajectoires qui sont là, il descend boire, des trajectoires qui sont similaires, avec des enregistrements du même genre. Donc ici, on arrive à caractériser la dépense énergétique des animaux. Les jours de mauvais temps, les animaux peuvent rester calés sans bouger, sans rien faire du tout, toute la nuit. Sans activité, sans recherche de nourriture, rien du tout. Ici, une puce qui est perdue en cours de route, donc elle tombe au sol, elle est perdue, on voit qu'elle se décolle à un moment. Ici, vous avez un changement dans le rythme d'activité. C'est le moment où la puce se décolle avant de tomber au sol. Donc ça, c'est une puce. Donc les caractéristiques des trajectoires qu'on a pu observer, ce sont des déplacements jusqu'à 60 km avec des durées de vol plutôt courtes, au maximum 2 heures et demie, voire très courtes, moins d'1 heure, avec des vitesses de pointe moyennes entre deux localisations qui sont de l'ordre de 50-55 km/h, et des dépenses énergétiques qui sont corrélées à la durée de vol, qui permettront plus tard de faire des évaluations en fonction du sexe, en fonction de l'aspect gestant ou non des animaux.
Voilà, donc un petit retour sur les trajectoires pour montrer qu'on a vraiment quelque chose qui se passe, qui est très structuré sur le relief dans la colonie qu'on a, dans la sous-population qu'on a pu étudier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Yannick, est-ce que tu enchaînes ou on prend une question? Oui, j'enchaîne. J'enchaîne de suite et puis on propose les questions après, si ça vous va. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran du coup. Est-ce que... Oui, on le voit. Ok. Donc, moi, je vais juste terminer cette présentation sur une application plus simple en fait des données GPS. Donc sans l'utilisation de l'accéléromètre. On avait commencé nous à travailler sur les GPS sur la Grande Noctude dans l'Aveyron en 2017 et à ce moment-là on n'avait pas des outils qui nous permettaient ce genre de données. On travaille sur une colonie de mâles reproducteurs de la vallée de l'Aveyron, dans la vallée du Lot dans le Nord Aveyron. En 2017, on a commencé simplement déjà à tester en fait cet outil sur cette espèce-là avec un seul individu équipé. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de savoir quelle était la stratégie de chasse de l'espèce. Est-ce qu'on avait une stratégie qui était plutôt prédictive ou aléatoire? Et donc sur un individu qui était suivi, effectivement, comme le disait tout à l'heure Thomas, sur simplement 3 nuits, on essayait simplement de vérifier entre la première nuit, la deuxième nuit et la troisième nuit, si on avait des choses qui étaient cohérentes d'une nuit à l'autre. Sur cette première expérience, donc évidemment, on a très peu de points et c'est pas forcément conclusif, mais on n'a pas l'impression en tout cas qu'on a une activité qui est réellement toujours la même pour cet individu en 2017, même si on a l'impression qu'il y a quand même des zones de chasse qui peuvent être utilisées de façon récurrente. On a renouvelé l'expérience en 2018, cette fois-ci avec 3 individus équipés sur la même colonie en parallèle. On a récupéré les GPS que pour 2 de ces individus, donc le troisième, on a perdu les données. Parmi eux, il y avait un mâle, un vieux mâle qui, lui, avait une très faible activité, puis partait donc chasser sur l'Aubrac, donc la partie nord du secteur de Gite. Et un deuxième mâle qui, lui, était beaucoup plus actif et qui est parti vers le sud. Et par contre, sur ces 2 mâles comparés en même temps au niveau de leur activité, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus structurées, en tout cas, ou récurrents, en fait, d'un individu, pour le même individu d'une nuit à l'autre, avec des orientations de vol qui étaient à peu près les mêmes et des zones de chasse qu'on matérialise ici par des zones d'activité continue sur au moins plus d'une demi-heure d'activité qui sont assez localisées et qui sont réutilisées sur plusieurs nuits d'affilée. On a renouvelé l'expérience en 2019 avec à nouveau 2 mâles équipés. Cette fois-ci, on avait des conditions météo qui n'étaient pas optimales et effectivement, on avait très peu d'activité. Donc, les adultes qui ont quand même eu de l'activité, mais qui ne sont pas partis voler très très loin du secteur de Gite. Donc finalement, c'est quelques années de suivi avec très peu d'individus comparés à chaque fois, donc ça reste très relatif. Hein. Mais bon, on avait l'impression qu'on n'avait pas forcément une stratégie qui était toujours très prédictive, mais avec des possibilités de mémoire en fait de zones d'activité, de zones de chasse, en tout cas d'un individu à l'autre, en tout cas au niveau des orientations des vols, et jusqu'à l'utilisation de GPS sur une femelle qu'on a équipée en partenariat avec le GCMP, Marie-Jo du Bourg-Sauvage, sur une colonie de Misbah qui était située à 20 km au sud de cette colonie de mâles, et sur un individu qui a été équipé et qui a permis de récupérer des données pendant 12 nuits, a montré qu'en fait, elle avait réellement, elle, une activité de chasse prédictive. Elle savait exactement où elle allait le soir quand elle sortait, et elle allait exploiter une zone de chasse qui était très localisée, à plus de 50 km du gîte, et revenait sur toutes les nuits. Donc, finalement, on en a déduit, même si c'est encore une fois très relatif par rapport au faible nombre de données, que c'est une espèce qui a probablement un comportement de recherche alimentaire qui est probablement un peu aléatoire et opportuniste, mais qui est capable de garder en mémoire l'orientation des vols de la veille, et puis qui peut être clairement orienté aussi, en tout cas pour la femelle, vers une exploitation des ressources prédictives avec une fidélité dans l'orientation des vols et des zones de chasse. Donc, évidemment, ça dépend probablement des individus, des groupes sociaux, des conditions climatiques et des phytologies. On s'est intéressé plus particulièrement à ce mâle qui est parti
en activité bien plus au sud que la colonie, il est venu survoler en fait la colonie de mise bas des femelles. Donc on peut même se demander si c'est réellement uniquement une activité de chasse qui explique les comportements de vol de l'espèce. En tout cas, ça remet en question cette notion de ségrégation sexuelle pour la noctule entre mâles et femelles, même pour des colonies qui sont séparées de 20 km, puisque finalement, on voit bien qu'un individu peut très facilement couvrir la zone d'activité de l'autre colonie. Et on a essayé sur cet individu, on s'est rendu compte qu'il passait plus de la moitié de son temps entre 800 mètres et 1400 mètres au-dessus du sol. Et donc, on a essayé de regarder un peu plus finement quelles étaient plus structurer l'activité des trajectoires de vol de cet individu en prenant en compte les notions de hauteur et de vitesse. Et on a décomposé en fait les phases de transit actifs en début de nuit, les phases de chasse qui sont matérialisées ici en rouge, qui sont les zones un peu localisées avec une activité localisée pendant plus d'une demi-heure, et les phases de retour au gîte, de transit de retour qui sont matérialisées en vert. En fin de nuit, quoi. Donc, on a pris soin de mesurer le biais de hauteur testé par le GPS, en testant en fait ces GPS par le drone, qui était avec une valeur de hauteur de vol qui était beaucoup plus fine. On a un biais de l'ordre de 60 mètres qu'on a pris en compte, mais bon, sur finalement 1500 mètres d'altitude, c'est assez peu représentatif. Ça permet quand même d'avoir des exploitations de données intéressantes. Et puis, on a fait des tests statistiques non paramétriques pour pouvoir vérifier s'il y avait vraiment une différenciation en fait, de ces différentes séquences de trajectoires de vol entre les phases de transit et les phases de chasse. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait à la fois une différenciation des phases de transit et des phases de chasse sur le paramètre hauteur de vol et aussi sur le paramètre vitesse. En fait, il y a vraiment une différenciation entre ces phases de transit aller et phases de transit retour et ces phases de chasse, ou en tout cas de stagnation des chauves-souris à haute altitude pendant plusieurs heures dans des secteurs assez localisés finalement dans l'espace. Ça nous amène à noter une capacité de vol étonnante en fait pour cette espèce, avec en phase de transit aller des prises d'altitude qui peuvent être assez rapides. On a mesuré une prise d'altitude de 1000 mètres en moins d'un quart d'heure, donc plus de 1 mètre seconde de dénivelé. Donc, Vincent tout à l'heure a évoqué les notions d'ascendance thermique, enfin d'ascendance thermique, en tout cas de phénomènes d'orographique, d'ascendance dynamique, on va dire plutôt. Donc, c'est des choses qui commencent à être étudiées pour les chauves-souris. On suppose que c'est le cas ici, en tout cas pour la grande noctule. L'utilisation aussi de séquences de plateaux d'altitude localisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant aussi, hein, d'avoir des individus qui volent pendant plusieurs heures à haute altitude dans des secteurs assez localisés. Au mois de mai, on sait que c'est une espèce qui est capable de prédater des oiseaux migrateurs nocturnes, mais au mois de mai, fin mai, on n'est pas forcément sur une période de transit migration nocturne d'oiseaux. Donc il y a probablement aussi des insectes qui peuvent être regroupés là-haut, mais il peut y avoir aussi d'autres types d'activités. Donc là, il y a toujours une interrogation. Et puis surtout des retours aussi rapides, directs en fin de nuit vers les gîtes, pour un individu qui est situé à plus de 20 km de son gîte, qui rentre à, on va dire, 50 km/h, parce qu'on sous-estime vraiment, nous, avec nos points qui sont espacés de 20 minutes, la vitesse de vol. Donc ça suppose que c'est une espèce qui a une bonne mémoire spatiale, une forte capacité d'orientation. Donc ça nous interroge à nouveau sur les caractéristiques qui lui permettent d'avoir ce type de vol, quoi. Donc là, je vais aller très vite parce que je vais laisser la place à mes collègues, mais c'est une synthèse en fait de toutes les utilisations de GPS sur le secteur de l'Aveyron, en prenant en compte aussi les données qu'on a utilisées pour le compte du GCMP, nos collègues de l'équipe de Marie-Jo du Bourg-Savage. Et simplement pour mettre en garde sur le fait que, évidemment, c'est une activité qui est très intéressante sur le recueil de données, mais qui peut qui est assez cher si on considère qu'en fait on a perdu plus de la moitié des GPS qu'on a équipés, notamment en 2019 ou en juillet. En fait, on a perdu le même jour 7 GPS équipés sur 4 mâles et 3 femelles en même temps suite à un phénomène climatique, donc un gros orage, et on a perdu les individus. Ils ont quitté les deux colonies qui sont pourtant séparées de 20 km.
Bon, il y a des aspects plus relatifs aussi à l'effet du GPS sur le poids de l'animal. En termes de la règle des 5%, on n'y est pas, nous, sur nos mâles. On est un peu plus de 5%, on est à plutôt 6% du poids d'animal. Mais tout ça très relatif finalement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en capturant un individu en sortie de gîte et puis en le recapturant 1 heure après, l'animal avait pris 10 grammes, soit 22% de son poids. Et donc la question du poids est très liée à l'heure de la mesure. Et en fait, quand on fait ce type de suivi, on capture souvent les premiers individus en pleine nuit, alors qu'ils sont le ventre plein. Et finalement, quand on les recapture, c'est souvent au gîte, donc là, ils ont le ventre vide. Donc la question du poids, c'est peut-être un bon critère de perturbation animale, mais c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer de façon objective. Je pense qu'il y a d'autres critères qu'on devrait prendre en compte aussi pour cette notion de perturbation. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on est à votre écoute pour les questions. Merci. Alors, il y a eu assez peu de questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Alors, il y avait une question pour Thomas, donc de Pierrette Nissen, qui demandait si les données GPS sont transmises automatiquement et à distance, ou est-ce qu'il faut récupérer la puce pour télécharger les données? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une technologie de puces qui s'appelle les puces. Alors le nom est trompeur, mais ce sont des puces toujours chez Lowtech qui s'appellent les Pinpoint VHF. Ce sont des puces effectivement qui peuvent être déchargées à distance Wi-Fi, avec un récepteur spécial qui coûte encore la bagatelle de 1 000 € à peu près. Donc, on récupère au moins les données, ce qui fait qu'on peut perdre les puces. Bon, les puces, elles ne sont pas données non plus, elles sont autour de 1 000 € également, la puce. Mais aujourd'hui, on peut télécharger au minimum les données, comme ça, si on perd la puce, on a au moins les données. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait l'obligation de détacher les puces pour récupérer les données. D'accord, merci. Et Mathieu Dorfiac demande pourquoi ne pas utiliser des harnais? Alors, les harnais ont été utilisés avec succès dans plusieurs études, notamment nos amis corses l'ont fait sur la Lessler, je crois, et même sur la Grande Noctule. Ça demande un peu d'expérience pour la pose de ces harnais qu'on n'avait pas et qu'on a préféré ne pas utiliser pour ne pas risquer d'impact sur les Grandes Noctules avec des avant-bras coincés dans les harnais ou voilà. Donc on a préféré la colle. Alors effectivement, je le répète, la colle au début, quand on pose, on a l'habitude de poser des puces VHF sur d'autres espèces, on avait la consigne de bien écarter les poils pour aller bien coller la colle sur la peau et avec la puce. Mais là, comme il faut récupérer la puce 3 jours après, parce que la batterie va s'épuiser et le VHF ne sera plus actif au bout d'un certain temps, on a un peu l'urgence de récupérer la puce. Comme c'est assez tôt finalement dans la vie de la colle, 3 jours après, on suggère donc de coller, c'est pas qu'on suggère, on recommande de coller la puce sur le dessus des poils pour pouvoir ainsi passer la lame de rasoir entre les poils et la puce et ainsi ne pas faire de trop grosses tonsures comme on a pu faire par le passé. Mais si avec cette précaution-là, sincèrement, ça marche très bien. On a eu 2 cas où des puces se sont décollées, où c'était mal collé, mais on a retrouvé les puces dans l'herbe. Hein. Il n'y a pas de problème avec les missions VHF, il n'y a pas de souci. Si je peux peut-être préciser aussi là sur cet aspect-là, nous on a depuis les dernières années, on essaie justement d'éviter de recapturer et on fait en sorte au niveau du collage que la puce tombe toute seule et on la récupère soit au sol, soit dans le gîte directement avec un aimant. Et ça évite de faire une recapture et ça évite de se retrouver dans une situation aussi à devoir utiliser un lame de rasoir pour pouvoir décoller en fait. Merci. Si on je a peux me beaucoup de permettre questions. aussi. Pardon, oui, excusez. Ouais, c'est qu'il y a le risque que si tu attends que la puce se décolle, qu'il n'y ait plus de batterie pour l'émission VHF et donc ne plus être sûr que la puce
Bon, je crois qu'on a perdu Thomas. On a beaucoup de questions, mais on est au bout du temps. Donc, on a bien noté vos questions. On fera une synthèse et puis on les transmettra aux intervenants. Donc, merci pour la présentation et on passe à la suite.